Elle avait 23 ans et était presque sans le sou. Elle n'avait plus de famille vivante, aucune réclamation qu'un tribunal honorerait, et aucun plan au-delà de la fin du mois. Elle ne portait qu'une petite boîte en fer blanc contenant les épingles à coudre de sa grand-mère, et 4 shillings pliés dans un mouchoir. Et lorsque l'avoué et le châtelain sont venus chercher une femme qui connaissait les chemins autour de Barrow Keep, c'est Grace Boone qu'ils ont engagée pour la journée. Une fille du village aux mains propres pour marcher devant 2 messieurs, dans un château scellé depuis 300 ans. Mais ce que personne ne savait, ni l'avoué avec ses registres, ni le châtelain avec sa voiture, ni Grace elle-même en poussant la porte gonflée du donjon intérieur, c'est que derrière la dernière arche murée de l'ancienne salle du trône se trouvait quelque chose. Quelque chose mis de côté au XVIIe siècle, par une main qui, à sa manière discrète, l'avait attendu. Installez-vous confortablement et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. C'est une histoire qui vaut la peine de rester. Grace Boone est née au printemps de 1843 dans le village de Little Hornwick, à 3 miles à l'est de Barrow Keep. Elle est née dans une petite chaumière en calcaire pâle qui appartenait à la famille de sa mère depuis 4 générations. Son père était charron. Il est mort d'une pleurésie quand Grace avait 6 ans, et sa mère, qui avait été au service du presbytère avant de se marier, les a nourris tous les deux en faisant des travaux de couture et en préparant les dîners du dimanche pour le vicaire. Jusqu'à l'hiver de 1856, où une fièvre lente l'emporta en 11 jours. Grace avait 13 ans et n'avait pas de parents proches. Elle fut recueillie sans cérémonie et sans paperasse, par la gouvernante d'Ashbury Grange, une veuve de 61 ans, nommée Madame Marged Penhall. Elle avait connu la mère de Grace depuis qu'elles étaient toutes deux des jeunes filles, et elle considéra l'affaire réglée dès qu'elle vit l'enfant debout dans la cour de la cuisine, le châle de sa mère plié sur un bras. Madame Penhall était originaire de Cornouailles et gouvernante par longue habitude. Elle enseigna à Grace de la manière dont une personne enseigne quand elle a déjà décidé que l'élève est capable. Elle lui montra comment fondre le saindoux pour qu'il reste bon jusqu'en août, comment allumer un feu de charbon qui prendrait dans une cheminée qui fume, comment décaper et recirer un buffet en noyer, comment tenir un livre de comptes d'office d'une écriture simple, comment réparer un vitrail au plomb avec du mastic et de la patience, et comment traverser l'aile fermée d'une grande maison avec une lampe, et lire l'état de ses planchers au son de ses talons. Elle apprit à Grace à remarquer les charnières, les traces d'humidité et l'odeur particulière de la pourriture sèche dans le chêne. Et elle lui apprit, sans le dire directement, qu'une femme qui pouvait voir clairement ce dont un lieu avait besoin ne serait jamais tout à fait sans travail dans le monde. Lorsque Madame Penhall mourut à l'automne de 1861, d'un coup de froid attrapé en rentrant des vêpres, Grace avait 18 ans. Ashbury Grange avait déjà été vendu à un manufacturier de Manchester, qui voulait son propre personnel. Grace fut renvoyée avec un certificat de bonne conduite, 1 mois de salaire, et le petit dé en laiton de Madame Penhall. La vieille femme l'avait utilisé chaque soir de sa vie de labeur. Elle l'avait laissé sans testament sur le buffet de la cuisine, où n'importe qui aurait pu le prendre. Et Grace le garda à partir de ce jour dans la boîte en fer blanc avec les épingles à coudre de sa mère. Pendant les 5 années suivantes, elle gagna sa vie en travaillant à la journée dans les villages entre Barrow et Little Hornwick. Elle préparait le linge pour le mariage de la fille d'un fermier. Elle veillait un vieil homme durant sa dernière maladie. Elle tapissait un salon pour la femme du nouveau maître d'école. Elle récurait les dalles de la salle paroissiale après le souper des moissons. Et elle était connue, de la manière discrète dont de telles femmes sont connues, comme étant capables, honnêtes et exceptionnellement observatrices. Elle logeait dans une arrière-chambre au-dessus de l'atelier du cellier à Little Hornwick. Elle payait 1 shilling et 6 pence par semaine. Et elle gardait la boîte avec les épingles et le dé sur le rebord de la fenêtre, là où entrait la lumière du matin. Elle ne se maria pas, bien qu'on le lui ait demandé 2 fois, une fois par un charretier qui voulait une gouvernante plus qu'une épouse, et une fois par un vicaire qui retira son offre quand sa mère lui écrivit depuis Bath. Elle ne se plaignit d'aucun des deux. Elle lavait sa seule belle robe chaque samedi soir, raccommodait ses bas à la lueur de la bougie, et elle lisait, quand elle pouvait les emprunter, les vieux manuels d'arpentage et les livres de ménage que Madame Penhall avait annotés au crayon. Et elle portait dans sa tête, sans savoir tout à fait pourquoi elle s'en souvenait, les plans et les passages d'une demi-douzaine de grandes demeures où elle n'était jamais entrée. Parmi ces demeures,
se trouvait Barrow Keep. Elle était passée 1000 fois devant ses murs extérieurs lors de ses promenades entre les villages. Et elle connaissait son histoire comme les enfants de ce pays la connaissaient. Que le dernier de l'ancienne lignée, un baron sans enfants, avait fermé le donjon intérieur durant l'hiver de 1566, après une querelle de famille que personne ne se rappelait plus, et qu'il était mort sur la route de Londres au printemps suivant, et que le château était passé par héritage incertain d'un cousin éloigné à un autre pendant 300 ans. Aucun prétendant ne voulant dépenser ce qu'il faudrait pour ouvrir les pièces scellées, et aucun tribunal ne voulant les leur accorder sans une inspection que personne n'avait jamais faite. Grace avait entendu de Madame Penhall elle-même qu'il y avait des arches murées à l'intérieur du donjon, plus anciennes que la guerre civile, et qu'une femme qui connaissait ses outils et ses charnières pouvait parcourir cet endroit en un seul après-midi, et en savoir plus à son sujet que n'importe quel avoué du comté. Elle avait pensé à l'époque que c'était seulement le genre de choses que Madame Penhall aimait dire, le genre de remarques qui rendait le monde plus grand pour une fille qui ne possédait rien. Et elle n'y avait plus pensé pendant des années, jusqu'au matin du 11 octobre 1866. Un garçon du White Hart monta les escaliers du cellier avec un mot plié. Il demandait si Mademoiselle Boone pouvait se présenter à l'auberge avant 10 heures, pour parler avec un certain Monsieur Halloway de Lincoln's Inn au sujet d'une question de connaissance locale, pour laquelle elle serait payée 7 shillings et 6 pence, plus son dîner. Elle lut le mot 2 fois, mit son tablier propre et le châle de sa mère. Elle noua son bonnet sous son menton et glissa la boîte avec les épingles et le dé dans sa poche, car elle l'avait porté chaque jour de travail depuis la mort de Madame Penhall et ne voyait aucune raison d'arrêter maintenant. Et elle descendit le chemin vers le White Hart, les mains jointes devant elle, ne sachant pas encore ce que la journée exigerait d'elle. Seulement que lorsqu'un avoué envoie chercher une femme par son nom, c'est généralement parce qu'il a déjà décidé qu'elle sera utile, et qu'il n'a pas encore décidé s'il sera bienveillant. Le salon du White Hart était froid, comme les salons d'auberge le sont toujours en octobre. Le feu n'était allumé que juste assez pour dire qu'il avait été allumé, et M. Halloway de Lincoln's Inn était assis à la longue table près de la fenêtre, son chapeau posé à l'envers à côté de lui, et un portefeuille en cuir ouvert devant lui. Et le châtelain, un homme aux larges épaules d'environ 50 ans, en bonne redingote et bottes boueuses, se tenait près de l'âtre, le dos tourné. Il se chauffait les pans de son manteau et surveillait la porte. Monsieur Halloway ne se leva pas quand Grace entra. Il la toisa une fois du bonnet aux bottes et dit « Mademoiselle Boone, je crois comprendre que vous connaissez les chemins autour de Barrow Keep et qu'on peut compter sur vous pour tenir votre langue. » Et Grace dit « Oui, monsieur, c'est exact et on peut compter sur moi. » Il hocha la tête, tourna une page de son portefeuille et dit que l'affaire était la suivante. Un héritage contesté était en instance à la chancellerie depuis 11 ans, et 2 prétendants avaient enfin accepté une inspection conjointe de la propriété. Et le châtelain ici présent, il fit un geste sans lever les yeux, représentait les intérêts du prétendant local, et lui-même représentait les intérêts d'un gentleman de Londres. Et les 2 parties voulaient une personne familière avec la structure du lieu pour marcher devant et ouvrir ce qui pouvait être ouvert. Et il voulait une femme, car une femme en tenue de service attirait moins l'attention sur la route qu'un géomètre avec ses instruments. Il dit cette dernière partie comme si cela réglait quelque chose, et c'était le cas. Grace comprit sans qu'on le lui dise qu'elle avait été choisie parce qu'elle était bon marché, sans attache, et peu susceptible de faire valoir ses propres droits. Elle avait été choisie parce que, quoi qu'il trouve, on ne la croirait pas contre eux. Elle ne dit rien. Elle se tenait les mains jointes et attendait. Monsieur Halloway fit alors glisser un papier sur la table et lui demanda de le signer. Une chose courte, 3 lignes, dans lesquelles elle acceptait que tout objet, document ou article de valeur découvert dans les murs de Barrow Keep ce jour-là était la propriété du domaine et non de celui qui le trouverait. Et qu'elle renonçait pour elle-même et ses héritiers à tout intérêt sur ce qui serait trouvé. Il lui tendit la plume sans cérémonie. Le châtelain près de l'âtre se racla la gorge et dit « Ce n'est qu'une formalité, ma fille. » Du ton que les hommes utilisent quand une chose n'est pas du tout une formalité. Grace regarda le papier. Elle le lut 2 fois, car Madame Penhall lui avait appris à ne jamais signer ce qu'elle n'avait pas lu 2 fois. Puis elle prit la plume et signa de son nom, de l'écriture simple qu'elle avait apprise d'un livre de compte d'office.
et elle repoussa le papier sur la table. Monsieur Halloway le sécha avec un buvard, le plia et le mit dans son portefeuille sans un mot de remerciement. Le châtelain dit que la voiture était dehors et qu'il partirait dans le quart d'heure. On dit à Grace d'attendre dans la cour. Elle attendit dans la cour. Elle se tenait près de l'abreuvoir, les mains jointes devant elle, et regardait un roitelet se déplacer le long du mur de l'écurie. Et elle ne se permit pas de penser au papier qu'elle venait de signer, car il n'y avait personne pour le faire à sa place, et la journée avait déjà commencé. Et elle avait appris à l'âge de 23 ans qu'une femme qui pense trop longtemps à ce qu'on vient de lui prendre est une femme qui oublie de remarquer ce qu'on lui tend ensuite. Quand la voiture fut amenée, elle monta derrière les deux messieurs sans aide, arrangea ses jupes et mit la main dans sa poche pour sentir la boîte en fer blanc, qui était chaude de son corps. Et elle garda la main là pendant que le cheval était tourné vers le chemin de l'ouest et que les toits de Little Hornwick disparaissaient derrière eux dans la brume. Le chemin du White Hart à Barrow Keep s'étendait sur 3,5 miles à travers une campagne basse que l'automne avait rendue clairsemée. Et la brume ce matin-là s'étendait le long des haies en longs bancs gris qui ne se levaient même pas quand le soleil perçait. Et Grace, assise sur la banquette en planche derrière M. Halloway et le châtelain, serrait son châle autour de ses épaules et regardait le paysage défiler. Les haies étaient nues, à l'exception des senelles et des clématites des haies, et les fossés coulaient avec la première vraie pluie du mois, et les champs labourés de chaque côté montraient les sillons sombres et luisants qui signifiaient que le blé était déjà semé. Un corbeau freux s'éleva d'un champ de chaume et se posa à nouveau 40 yards plus loin. Le châtelain et l'avoué se parlaient à l'avant de la voiture, à voix basse, à peine audible, comme le font les hommes qui n'ont pas l'intention d'être entendus. Et Grace ne saisit que des bribes. Une somme en livres, le nom d'un juge de la chancellerie, une remarque sur la tour ouest, et elle ne se pencha pas pour en entendre plus. Car une femme payée 7 shillings et 6 pence pour sa connaissance locale n'est pas payée pour écouter. Elle regarda la route à la place. Elle regarda la façon dont le chemin grimpait une petite crête, puis tournait vers le nord à travers un bosquet de chênes qui avait été taillé de son vivant, et pas depuis. Et elle regarda la première épaule grise de Barrow Keep apparaître au-dessus des arbres, encore à 1 mile de distance. Et elle sentit ce vieux pincement au cœur que sa vue lui avait toujours procuré. Depuis la première fois où Madame Penhall l'avait fait passer devant, alors qu'elle était une jeune fille de 14 ans, et lui avait dit « Cet endroit est fermé depuis si longtemps que même les souris ont oublié le chemin pour y entrer. » La voiture ralentit à une barrière brisée. Le châtelain descendit pour la déplacer, et Grace vit dans l'herbe mouillée au-delà une piste qui n'avait pas été empruntée depuis des années. Les ornières étaient remplies de mousse. Les bas-côtés avaient repoussé. Un jeune frêne avait poussé au milieu du chemin et avait été récemment coupé à hauteur d'homme pour laisser passer une charrette. Quelqu'un avait préparé le chemin. Quelqu'un avait envoyé un garçon en avant avec une serpe. Le châtelain remonta. La voiture repartit, et les murs du donjon s'élevèrent au-dessus d'eux dans la brume, comme une chose sortant de l'eau. Grace sentit le froid de la pierre avant même qu'il ne soit à 50 yards. La basse-cour extérieure était à moitié envahie par les ronces, et la poterne était ouverte, retenue par une chaîne qui avait été coupée ce matin-là. La marque fraîche de la lime brillait encore sur le fer. Et les deux messieurs descendirent et restèrent à regarder le mur d'enceinte intérieur, comme s'il s'agissait d'un cheval dont ils n'étaient pas sûrs. Monsieur Halloway se tourna vers Grace. « Vous irez la première, mademoiselle Boone, dit-il, et vous nous direz ce que vous trouvez. » Il le dit comme si c'était une instruction ordinaire, et c'en était une. Et Grace comprit, debout là dans l'herbe mouillée, avec la boîte en fer blanc chaude dans sa poche, et les murs d'un lieu fermé depuis 300 ans s'élevant au-dessus d'elle dans la brume, que quoi que la journée signifie d'autre, cela signifiait qu'elle était celle qu'ils envoyaient devant. Elle hocha la tête une fois, resserra son châle et passa par la poterne dans l'ombre du mur. La poterne s'ouvrait sur un passage qui courait à plat sur 6 ou 7 pas, puis descendait d'une petite marche. Grace la sentit à travers la semelle de sa botte avant de la voir. Elle resta un moment dans l'ombre et laissa ses yeux s'habituer à l'obscurité. L'air était froid et tout à fait sec, plus sec qu'elle ne s'y attendait. Et il ne portait aucune odeur de pourriture, seulement de pierre et de vieille chaux, et la faible poussière amère qui se dégage du chêne quand il est resté au sec pendant des siècles. Elle pensa immédiatement à ce que Madame Penhall avait dit sur l'humidité.
qu'une maison qui a été scellée et sèche est une maison qui peut encore être sauvée, et une maison qui a été scellée et humide est déjà une ruine. Elle cria à travers la poterne que le sol était solide et l'air sec. Et M. Halloway répondit, tout à fait calme, qu'elle devait continuer. Elle continua. Le passage tournait à droite et donnait sur une salle de garde au plafond bas, avec un banc de pierre le long d'un mur et des anneaux de fer encore fixés dans le plâtre au-dessus. Au-delà de la salle de garde, une porte en chêne se tenait sur des charnières en fer qui avaient rouillé dans leurs gonds il y a longtemps. Grace posa sa lanterne sur le banc, mit son épaule contre la porte, en bas, là où la charnière supporterait le poids, et souleva. La porte bougea d'un demi-doigt et s'arrêta. Elle souleva à nouveau, régulièrement, et elle bougea d'un autre doigt. Elle ne la força pas. Madame Penhall lui avait appris que le chêne sur la rouille s'ouvrira si vous le demandez 3 fois, et se brisera si vous le demandez une seule fois. Au-delà de la porte en chêne se trouvait la cour intérieure, sans toit et pleine du ciel pâle d'octobre. Des mauvaises herbes poussaient entre les dalles, et un puits au centre était coiffé d'un couvercle en bois pourri. Grace traversa la cour et s'arrêta à la porte de la grande salle. Elle était entr'ouverte de la largeur d'une main, sous son propre poids. La serrure avait disparu depuis longtemps. Elle la poussa et regarda à l'intérieur. La grande salle était plus longue qu'elle ne l'avait pensé, 30 pas peut-être, et son toit était encore entier. Le lanterneau au-dessus de l'âtre avait laissé entrer 3 siècles de pluie sur les dalles, en une seule tache humide en dessous, et autour de cette tache, le sol était sec et sans marque. Les tréteaux avaient disparu. Le plâtre était fissuré en forme d'un vieil éclair au-dessus de la fenêtre ouest. Un cadre de tapisserie était accroché à un mur, la tapisserie elle-même ayant été mangée jusqu'au fils depuis longtemps. Grace la parcourut sur toute sa longueur, posa une fois la main sur la pierre de l'âtre, qui était froide comme une dalle, et continua. À l'extrémité de la salle, une porte basse donnait sur un escalier qui tournait 2 fois et débouchait sur une arche murée. L'arche avait été murée avec des rangées de briques rouges scellées dans un vieux mortier gris. Et le mortier avait été lissé sur les joints avec un doigt, pas une truelle. Grace posa la lanterne sur la marche supérieure. Elle sortit de sa poche le petit pied de biche en fer que le châtelain lui avait donné près de la voiture, et elle commença par la rangée la plus haute. Elle inséra le levier dans le joint au-dessus de la brique la plus haute et le tira lentement vers le bas. La brique lui vint dans la main, et derrière elle se trouvait une obscurité qui ne renvoyait aucun son. Grace leva la lanterne vers l'ouverture et regarda à l'intérieur. Derrière l'arche murée se trouvait une chambre qu'elle reconnut immédiatement d'après l'histoire locale comme étant l'ancienne salle du trône. Longue, étroite, avec un plancher en chêne usé, une estrade au fond et un grand oriel dont le vitrail au plomb avait tenu. L'air de l'autre côté était immobile, sec et plus froid que dans l'escalier. Grace libéra encore 6 briques avant que l'ouverture ne soit assez large pour ses épaules. Et elle les posa en une pile soignée sur la marche derrière elle, car Madame Penhall lui avait appris qu'une personne qui range en travaillant ne perd jamais un outil. Elle passa à travers l'ouverture et entra dans la pièce. L'estrade était en chêne sur un socle de pierre. Le siège lui-même avait été enlevé depuis longtemps, ne laissant que les trous chevillés où il s'était tenu. Les tapisseries le long du mur nord étaient devenues noires dans leurs plis, mais le mur lui-même, sec et intact, montrait encore les rectangles pâles de ce qui y avait été suspendu autrefois. Un prie-dieu se tenait près de la fenêtre, sur ses 4 pieds, comme si quelqu'un s'en était levé il y a 300 ans et n'était tout simplement pas revenu. Grace s'en approcha et posa la lanterne sur le rebord. Elle cria dans l'escalier par lequel elle était venue que la chambre était saine et vide. La voix de M. Halloway, à quelque distance dans la pierre, lui dit de regarder autour d'elle avant qu'il n'arrive. Elle regarda autour d'elle. Elle vit immédiatement, de la manière dont Madame Penhall l'avait formée à voir, qu'une des planches de la marche de l'estrade était plus récente que les autres. Pas neuve, mais peut-être 100 ans plus récente, et fixée avec des chevilles là où toutes les autres étaient clouées. Elle s'agenouilla, inséra le pied de biche dans la jointure et la souleva. Sous la planche se trouvait une cavité peu profonde, doublée de feuilles de plomb. Et dans la cavité reposait un petit coffret en chêne, avec des bandes de fer et une serrure simple qui avait rouillé. Grace souleva le coffret à 2 mains. Il pesait plus lourd que sa taille. Elle s'assit sur la marche de l'estrade, avec le coffret sur ses genoux, posa son pouce sur le couvercle,
et la serrure céda sans un bruit. Le couvercle se souleva. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de toile huilée encore souple dans sa main, se trouvaient 42 souverains d'or d'une ancienne frappe, et une petite bourse de pièces d'argent nouée au col par un fil vert délavé. Sous les pièces, pliées à plat et cousues avec du fil de lin sur un bord, se trouvait un document sur parchemin avec un sceau de cire rouge encore intact. Et sous le document, dans une simple enveloppe en papier, se trouvait une lettre pliée en trois, d'une écriture de femme. Grace mit les pièces de côté sur la marche. Elle défit le fil de lin, sortit le document et le lut à la lueur de la lanterne. Il était écrit d'une main de Claire du siècle précédent. Et c'était un testament, le vrai testament du dernier baron, fait non pas sur son lit de mort sur la route de Londres, mais 2 hivers auparavant, en présence de 2 témoins de Little Hornwick. Il reconnaissait un fils, né d'une femme de la famille Boone de cette paroisse, et léguait à ce fils et à ses héritiers, femmes et hommes sans distinction, l'entièreté de Barrow Keep et de ses manoirs, pour être détenu en fiducie jusqu'à ce qu'un membre de la lignée vienne y poser la main. Les noms des 2 témoins étaient clairement indiqués au bas. L'un d'eux était un Boone. Grace posa le testament sur le chêne à côté d'elle. Elle prit la lettre. Elle la déplia sur son genou et commença à lire, dans la lumière froide et immobile de la salle du trône. La lettre, de la main de la femme elle-même, la nommait Alice Boone de Little Hornwick, couturière de son état, âgée de 29 ans au moment de l'écriture, et elle disait que l'enfant qu'elle avait porté avait 6 ans à la date de la feuille et était en bonne santé, et que le baron, son amant, avait pris les dispositions nécessaires, mais avait craint ses cousins de Londres, et qu'elle, Alice, lui avait demandé de cacher le testament plutôt que de le déposer, jusqu'à ce qu'un des siens se présente à la porte. Elle écrivait qu'elle avait mis de côté les souverains de son propre travail et de ce qu'il lui avait donné, et qu'elle les destinait à quiconque de sa lignée atteindrait cette chambre, et que si c'était une fille, elle espérait que cette fille les utiliserait bien, et qu'elle avait vécu 31 ans dans la paroisse, et avait aimé son fils, son travail et son petit jardin potager. Elle signa la lettre « Alice Boone, couturière de Little Hornwick, en l'an de grâce 1611. » Grace plia la lettre et la glissa dans son corsage, contre le lin de sa chemise. Elle remit le testament dans le coffret, replaça les souverains et l'argent par-dessus, referma le couvercle et porta le coffret en bas de l'escalier. Là où M. Halloway et le châtelain attendaient au pied, leur lanterne levée. Grace posa le coffret sur les dalles de la grande salle et leur dit clairement ce qu'il contenait. M. Halloway s'agenouilla à côté et lut le testament 2 fois en silence, puis à voix haute au châtelain. Et le châtelain se tint les mains derrière le dos et ne dit rien pendant un long moment. M. Halloway demanda alors à Grace le nom de jeune fille de sa mère et le nom de jeune fille de sa grand-mère. Et Grace répondit, et M. Halloway nota les 2 dans un petit carnet qu'il sortit de son manteau. Et il lui demanda le nom de la mère de sa grand-mère. Et Grace, qui l'avait entendu une fois de Madame Pennal, répondit aussi. M. Halloway le nota. Il ferma le carnet. Il dit que le papier que Grace avait signé au White Hart la liait contre tout objet de valeur trouvé dans les murs. Mais il ne la liait pas, et ne pouvait pas la lier, contre un héritage prouvé, plus ancien que ce papier de 255 ans. Il dit que le testament irait à la chancellerie le matin même, et que le coffret et son contenu seraient déposés à la banque de la ville du comté, sous scellé, et que Mademoiselle Boone aurait besoin de son propre avoué, et que si elle le permettait, il lui recommanderait un homme de confiance à Lincoln, pour des honoraires qu'elle pourrait payer une fois la succession réglée. Grace dit oui. Le châtelain, qui n'avait pas parlé, enleva son chapeau, le posa sur les dalles à côté du coffret, dit « Mademoiselle Boone », le remit et sortit par la porte de la grande salle dans la cour intérieure. Grace ne le revit pas pendant 3 semaines. Ils retournèrent à Little Hornwick dans la voiture, au crépuscule tombant, avec le coffret entre les pieds de Grace et la lettre d'Alice Boone contre sa peau. M. Halloway ne parla pas, et Grace regarda les haies défiler. Elle pensa au dé en laiton de Madame Penhall, dans la boîte en fer blanc dans sa poche, et au souverain sous ses talons. Jono. Et elle ne pleura pas, car elle n'avait pas pleuré devant des messieurs depuis l'âge de 13 ans. La reconstruction de Barrow Keep et de la position de Grace dans la paroisse
avança lentement durant l'hiver de 1866 et le printemps de 1867. Et elle ne s'acheva pas du vivant de Grace. Mais la première année fut l'année où l'endroit redevint une maison. La chancellerie statua sur le testament avec une rapidité inhabituelle, car le parchemin était vieux, le sceau était intact, les noms des témoins figuraient dans le registre paroissial de Little Hornwick. Et la lignée d'Alice Boone à Grace était traçable à travers 5 entrées solides de baptême et de mariage dans le même livre. En février, un tribunal de Londres rejeta la plainte des prétendants de Londres et confirma que Grace Boone, célibataire de Little Hornwick, était l'héritière légitime du dernier baron de Barrow. En fiducie pour elle-même et ses héritiers, femmes et hommes sans distinction, selon les termes du testament de 1611. Grace, qui logeait alors dans une chambre au presbytère, sur l'invitation même du vicaire, retourna chez le cellier le même après-midi. Elle emballa sa boîte en fer blanc, sa deuxième robe et le livre de ménage de Madame Penhall dans un sac en toile. Elle paya son shilling et 6 pence pour la semaine, remercia la femme du cellier pour 5 ans de civilité et ne prit pas la diligence. Elle marcha les 3 miles et demi jusqu'à Barrow Keep dans un vent froid de février, son sac sur l'épaule et la lettre d'Alice Boone toujours pliée dans son corsage. Et elle entra par la poterne, cette fois sans aucun gentleman derrière elle. Le donjon en février était une coquille froide. La grande salle était sèche, mais non chauffée. L'ancienne aile de la cuisine, le long du mur sud, avait un toit d'ardoise solide, un âtre assez large pour rôtir un bœuf, et une cheminée qui tirait. Grace dormit la première nuit sur une paillasse dans un coin de la cuisine, avec un feu de charbon qu'elle avait allumé elle-même avec un sac que M. Holloway avait fait monter du village. Et elle se réveilla à la première lueur du jour et commença le travail. Elle commença par la cuisine, car Madame Penhall lui avait appris que toute maison se sauve depuis l'âtre. Elle balaya 3 siècles de suie et de nids de chouka de la cheminée, avec un fagot de bouleau attaché à une perche de noisetier. Elle dégagea le conduit de cheminée, vérifiant le tirage avec une bougie jusqu'à ce que la flamme monte droit. Elle récura les dalles de la cuisine avec du sable et de la lessive. Elle blanchit les murs à la chaux avec un mélange qu'elle prépara dans un seau avec de la chaux et de l'eau. Et elle réinstalla les 2 volets en chaîne solide sur de nouvelles charnières en cuir qu'elle tailla dans une vieille bride trouvée à l'écurie. Elle commanda au village une table en sapin, 2 chaises en jonc, un pot en grès pour la farine, un pot en grès pour le sel, une bouilloire en cuivre, une marmite en fer et un service de 6 assiettes en terre cuite. Elle paya en argent du coffret, en petites sommes, et elle garda chaque reçu dans un livre de compte d'office relié en toile verte qu'elle avait acheté neuf à cet effet. Et elle nota ses achats de l'écriture simple que Madame Penhall lui avait enseignée. La communauté vint, une personne à la fois, selon les besoins du travail. Monsieur Owen Truick, âgé de 53 ans, maçon de Little Hornwick, monta un mardi de mars avec son garçon et sa hôte. Il examina le jointoiement du mur sud, pendant une demi-heure sans parler. Puis il dit à Grace qu'il pouvait rejointoyer toute la façade sud avant Pâques pour 8 livres et ses repas. Et Grace dit oui. Il travailla 6 semaines, mangea à la table de la cuisine de Grace à midi chaque jour. Et il lui apprit, sans le vouloir, à lire un mur de pierre et à savoir quelle pierre était d'origine et laquelle avait été posée par une main plus tardive. Son garçon, Tom Truick, âgé de 14 ans, apprit de Grace comment allumer un feu de charbon pour qu'il tire sans fumée. Et il en allumait un chaque matin avant l'arrivée de son père. Madame Hester Aldwin, âgée de 48 ans, veuve du cottage du moulin, monta à pied la 2e semaine de mars, avec un panier couvert et un pot de prunes conservées. Elle dit qu'elle avait connu la mère de Grace dans sa jeunesse, et n'avait pas pu l'aider à la fin, et qu'elle aimerait aider sa fille maintenant, si Mademoiselle Boone le permettait. Grace permit. Madame Aldwin monta 2 jours par semaine pendant le reste de l'année. Elle plumait et vidait un poulet par semaine, apprit à Grace comment saler un flanc de porc pour l'hiver, et elle s'asseyait avec elle dans la cuisine après le souper, et disait très peu, ce qui était ce que Grace désirait le plus. Monsieur Reuben Halls, âgé de 61 ans, charpentier de la paroisse, apporta ses outils dans une charrette en avril. Il réinstalla la porte de la grande salle sur de nouveaux gonds en fer
qu'il avait forgé lui-même dans son atelier. Il remplaça le lanterneau pourri au-dessus de l'âtre par un nouveau en chêne sec. Et il fabriqua pour Grace un simple banc en chêne pour le coin de la cuisine, à partir d'une poutre qu'il avait sauvée d'une grange 20 ans plus tôt. Il prit 4 livres 10 et ses repas, et il apprit à Grace, pendant ses repas, les noms des poutres du toit de la grande salle. Ainsi, quand une poutre montrerait de la pourriture, elle saurait laquelle noter dans son livre. Le vicaire de Little Hornwick, le révérend John Ellery, âgé de 57 ans, montait une fois tous les 15 jours avec le registre paroissial sous le bras. Il retraçait pour Grace les entrées de sa lignée, un baptême à la fois, à travers les pages, jusqu'à un mariage d'une Alice Boone, couturière, en l'an 1605. Il dessina pour Grace un arbre généalogique simple sur une feuille pliée, écrivit chaque nom de sa propre main et le lui donna. Et il dit seulement « Vous êtes d'une longue lignée, mademoiselle Boone, et c'est une bonne chose de le savoir. » Monsieur Halloway écrivait de Lincoln's Inn une fois par mois avec les comptes de la succession, à mesure qu'elle se libérait de la chancellerie. Et Grace répondait à chaque lettre dans les 3 jours de son écriture simple et payait le port avec ses propres pièces. Et à la fin de l'année, Monsieur Halloway s'adressait à elle dans ses lettres en l'appelant Madame et non plus Mademoiselle Boone. Ce que Grace comprit comme sa manière de reconnaître un changement de statut sans faire d'histoire. À l'automne suivant, 1 an après le matin du White Hart, Grace avait une cuisine fonctionnelle, un salon habitable avec une grille de charbon qu'elle avait choisi dans un catalogue à Lincoln. Une mur sud rejointoyée, un toit sud reslaté sur l'aile de la cuisine. Un petit potager de 6 carrés défriché dans la cour intérieure et planté d'oignons, de poireaux, de pommes de terre, de choux et d'un carré d'herbe du propre jardin de Madame Aldwin. Et le début d'une maisonnée. La grande salle restait froide, vide et balayée, et Grace n'essaya pas de la meubler, car elle n'en avait pas besoin, et savait qu'une pièce mal habitée est pire qu'une pièce laissée seule. La paroisse s'habitua à elle. On l'appela d'abord Mademoiselle Boone. Puis, après la confirmation de la chancellerie, parfois Madame du Donjon par les plus anciens locataires, ce qu'elle découragea gentiment, et par la plupart des gens du village, simplement Mademoiselle Grace, ce qu'elle permit. Elle descendait à Little Hornwick, une fois par semaine pour le marché et la poste, payait ses factures en argent le jour de leur échéance. Et elle notait ses achats dans le livre vert le jour où elle les faisait. Et en 1 an, elle fut connue comme une femme qui n'avait pas de dette. Elle gardait la lettre d'Alice Boone dans un petit tiroir verrouillé d'un secrétaire en noyer que M. Halls lui avait construit à partir d'un vieux buffet. Et elle gardait le dé en laiton de Mme Penhall et les épingles de sa mère dans la boîte en fer blanc sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, là où la lumière du matin entrait, exactement comme elle l'avait gardé sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'atelier du cellier. Elle ne déplaça pas la boîte, car Mme Penhall lui avait appris qu'une personne peut changer de maison sans avoir besoin de changer ses habitudes. La 2e année, elle engagea une jeune fille de 15 ans du village, nommée Nan Prow, dont la mère avait 6 autres enfants et ne pouvait pas la nourrir. Et elle paya Nan 2 livres par trimestre, en plus du gîte et du couvert, et elle lui apprit à allumer un feu de charbon, à décaper et recirer un buffet en noyer, à tenir un livre de compte d'office d'une écriture simple, et à traverser une aile fermée avec une lampe et à juger les planchers au son, exactement comme Mme Penhall le lui avait appris à Ashbury Grange les dimanches après-midi par beau temps. Le vicaire venait prendre le thé et lisait des extraits du registre paroissial. Madame Aldwin venait avec un gâteau, et M. Trick amenait parfois son garçon. Et ils s'asseyaient dans la cuisine à la table en sapin, avec le feu de charbon qui tirait doucement dans l'âtre. Et personne ne faisait de discours, et personne n'appelait Grace autrement que Mademoiselle Grace. Et les petits rituels de la maison, le feu allumé à 6 heures, le pain mis à lever à 7 heures, le marché le jeudi, les comptes le samedi, la lettre répondue dans les 3 jours, devinrent les rituels du lieu. Et Barrow Keep, qui avait été fermé pendant 300 ans, redevint une maison. Parce qu'une femme de la lignée Boone était venue et y avait posé la main, comme Alice Boone, en 1611, avait espéré qu'une le ferait. Un soir calme d'automne de la 2e année, Grace était assise seule à la table en sapin dans la cuisine.
Le feu de charbon était bas et les volets fermés contre une pluie fine. Et elle sortit du tiroir verrouillé du secrétaire, en noyait la lettre pliée d'Alice Boone, couturière de Little Hornwick, et elle la posa sur la table à côté de la boîte en fer blanc du rebord de la fenêtre. Et elle ouvrit la boîte et en sortit le dé en laiton de Madame Penhall et les épingles à coudre de sa mère. Et elle les posa à côté de la lettre, à la lumière jaune de la lampe. Elle regarda les trois objets pendant un long moment sans bouger. Deux femmes qui ne l'avaient jamais rencontrée l'avaient aimée d'avance. L'une, en 1611, cachant des souverains sous une planche de l'estrade pour une fille de sa lignée qu'elle ne vivrait pas pour voir. Et l'autre, au siècle dernier dans la même paroisse, portant un dé en laiton chaque soir de sa vie de labeur, et le laissant sans testament sur un buffet de cuisine pour une jeune fille de 18 ans qui n'avait nulle part où aller. Grace pensa au papier de 3 lignes de M. Halloway, signé dans le salon du White Hart. Il était destiné à la priver de tout héritage. Et au lieu de cela, il ne l'avait privée que d'un coffret de souverains, tandis que le papier plus ancien, sous les souverains, avait lié tout le donjon à sa lignée. Elle pensa au châtelain qui l'avait appelée « ma fille » et lui avait tiré son chapeau sur les dalles de la grande salle 1 heure plus tard et ne lui avait plus parlé depuis. Elle pensa au vicaire qui s'était retiré sur une lettre de Bath, et au charretier qui voulait une gouvernante, et au manufacturier de Manchester qui voulait son propre personnel. Et elle constata qu'elle n'éprouvait aucune amertume envers aucun d'eux. Car l'amertume était une chose que, selon Madame Penhall, aucune maison ne pouvait se permettre de garder dans ses placards. Elle plia la lettre d'Alice Boone, la remit dans le tiroir, remit le dé et les épingles dans la boîte, posa la boîte sur le rebord de la fenêtre où la lumière du matin la trouverait, couvrit le feu et monta l'escalier de pierre pour se coucher. Grace Boone avait 23 ans et était presque sans le sou, le matin du 11 octobre 1866. Elle avait 4 shillings pliés dans un mouchoir, une boîte d'épingles et un dé en laiton, le châle de sa mère et un mot d'un avoué offrant 7 shillings et 6 pence et son dîner pour marcher devant 2 messieurs dans un château fermé depuis 300 ans. Elle signa un papier destiné à lui prendre tout ce qu'elle pourrait trouver. Et elle entra. Et ce qu'elle trouva était plus ancien que le papier de 255 ans. Et c'était une femme de son propre nom, de sa propre paroisse, qui l'avait mis de côté pour elle. Elle dépensa ses 7 shillings et 6 pence pour une journée de marche. Et ce furent les meilleurs 7 shillings et 6 pence qu'elle ait jamais gagnés. Car le château au bout du chemin, qui avait été fermé pendant 300 ans à tous les prétendants qui se présentaient à sa porte, s'ouvrit pour celle qui vint sans réclamation et demanda gentiment à ses charnières. Et il devint sa maison, et la maison de sa lignée, et de nouveau une maison dans la paroisse. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour vous abonner et la partager avec quelqu'un qui comprend la valeur discrète de ceux que l'on oublie. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez ce soir. Et avant de partir, réfléchissez un instant à cette question. Qu'est-ce qui a été mis de côté pour vous, il y a longtemps et à votre insu, par quelqu'un qui aimait la personne que vous alliez devenir un jour? Et vous, dans votre propre petit travail quotidien, mettez-vous quelque chose de côté maintenant pour un étranger de votre propre lignée qui n'est pas encore arrivé au